Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Affranchi. Nous allons couvrir rapidement l'actualité de la blockchain et des crypto-monnaies. Comme vous avez constaté ces derniers jours, il y a une baisse significative sur les marchés et vous devez certainement vous poser la question de savoir qu'est-ce qui motive cette baisse-là. La première des choses qui a causé cette baisse-là, c'est le rapport du taux d'emploi ou du taux de chômage aux États-Unis, OK? Et le nombre de jobs qui ont été créés aux États-Unis. Il a été estimé que 272 000 jobs ont été créés aux États-Unis et aussi que le PIB américain ne fait que grandir. OK? Donc, ces données macroéconomiques, en quelque sorte, viennent envoyer un signal sur le marché pour dire qu'il est fort probable que la Réserve fédérale américaine ne pourrait pas baisser les taux directeurs d'ici la fin de l'année. Parce que ces données montrent en quelque sorte que l'économie américaine est solide, que l'économie américaine est très forte. OK? Donc, ces signaux-là, en quelque sorte, découragent les investisseurs à se lancer sur le marché. Les gens sont prudents parce qu'ils espèrent en quelque sorte avoir de la réserve au cas où les taux directeurs augmentent pour pouvoir s'occuper du day-to-day. Et c'est aussi le cas pour les entreprises. C'est quoi les day-to-day? Par exemple, si le taux directeur, il est fort probable, le taux directeur qui est en quelque sorte décidé par la Fed n'augmente pas, il est fort probable que ça ne va pas augmenter. Mais les gens espéraient que ça devait diminuer. Et si ça ne diminue pas, ça veut dire qu'il devient de plus en plus difficile aux institutions, aux entreprises d'emprunter pour pouvoir financer leurs activités. Il devient de plus en plus difficile aux personnes lambda comme vous et moi d'avoir accès au crédit pour pouvoir financer certaines activités. Donc, il y a un problème de liquidité. Dans la vidéo précédente, dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai montré que les États-Unis créaient déjà de la liquidité, mais ce n'est pas encore, ça ne se reflète pas encore au niveau des individus comme moi. Il faut le seul moyen pour que ça se reflète au niveau de l'individu lambda, il faut que les taux directeurs baissent. Parce que avec la baisse des taux directeurs, le taux de banque, les taux des banques vont aussi baisser. Ça veut dire que les individus comme vous et moi, les entreprises, les institutions pourront avoir accès à l'argent moins cher. OK? Ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que quand il y a un rapport aux États-Unis par rapport à la création du nombre d'emplois, à l'amélioration du PIB, tous ces facteurs macroéconomiques, les gens sont à l'écoute et tant qu'il y a cette amélioration-là, les gens sont extrêmement prudents parce que ça envoie un mauvais signal au niveau de la Fed. OK? Bon, maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que ces données-là sont réelles? Loin s'en faut, les amis, parce que je vais partager dans un instant une vidéo avec vous. La première chose, c'est comprendre, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que avec les élections qui arrivent en novembre, les démocrates feront tout pour montrer que l'économie américaine est solide. OK? Ce n'est pas qu'ils manipulent les données, loin s'en faut, c'est juste qu'ils omettent de déclarer certaines variables liées à ces données-là. Je vais donner un exemple très simple. Ils disent que 272 000 emplois ont été créés aux États-Unis. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que la majorité de ces emplois créés sont des emplois, ce qu'on appelle part-time. OK? Ce n'est part-time. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que au niveau du workforce, ça veut dire le workforce, ça veut dire les gens, les individus, les personnes qui sont capables de travailler. OK? Aux États-Unis, il n'y a que 62% du workforce en ce moment qui cherchent de l'emploi. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 38% de personnes qui ne cherchent plus d'emploi. Tant que vous ne cherchez pas d'emploi, tant que si vous êtes capable de travailler, OK? Je vais rephraser ça, OK? Le workforce, en quelque sorte, ça veut dire que la population capable de travailler. Et dans la population capable de travailler, on enlève par exemple les étudiants, OK? On enlève les étudiants et d'autres couches sociales. OK, il y a peut-être deux autres couches sociales, mais surtout les étudiants. Ils sont capables de travailler, mais parce qu'ils vont à l'école, on ne leur compte pas dans le workforce. OK? Maintenant, si on enlève les étudiants, OK?
Petit souci avec ma connexion. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de la population qui est capable de travailler, on retire, on enlève par exemple les étudiants, on enlève aussi ceux qui ont déjà pris leur retraite. Il y a certaines personnes qui prennent leur retraite jeunes. Donc, si on retire ces deux couches-là, et maintenant, on compte des couches qui sont capables de travailler, mais qui ne cherchent plus le travail. Parce que quand vous sortez, quand vous ne cherchez plus le travail, on ne vous compte plus dans la population capable de travailler. OK? Et aux États-Unis, environ 38% de la population capable de travailler ne cherche plus le travail. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'ils profitent en quelque sorte du système social. OK? Avec les démocrates, les chèques sont donnés, par exemple, certaines personnes qui avaient des dettes au niveau de leurs études ne payent plus leurs dettes parce que le gouvernement américain a décidé de payer leurs dettes pour eux. OK? Certaines personnes aussi ont décidé de ne plus travailler parce qu'ils profitent des subsidies du système social. On leur donne tous les mois un chèque et ils voient qu'ils profitent, ils voient qu'au lieu d'aller travailler et payer trop de taxes sur ce qu'ils gagnent, ils préfèrent recevoir ces chèques-là et vivre gratuitement. OK? Et il y a certaines personnes aussi, pour des raisons louables, qui décident de ne plus chercher le boulot, peut-être parce qu'ils veulent s'occuper de leurs parents, de leur famille, et ils reçoivent aussi ces chèques-là. OK? Donc, quand on vous dit que le taux de chômage est de 4%, ce n'est pas exactement 4%. Si 38% de ces individus-là reviennent sur le marché chercher le boulot, il n'y aura pas assez de boulot pour tous ces gens-là. Et le taux de chômage va monter. OK? C'est l'un des premiers des facteurs. C'est que, en quelque sorte, n'est pas factorisé dans ces données partagées ces derniers jours. OK? Il faut comprendre ça. Avant de continuer, je vais montrer un tweet de Peter Schiff qui résume ça. Un instant, les amis. Peter Schiff, il dit une fois de plus, les traders ne comprennent pas le rapport sur les jobs. Il dit que plus de 272 000 jobs supposément créés en mai n'existent pas. OK? Et il dit que le taux de chômage a accru à 4%, alors que la participation, OK, du labor force, des personnes capables de travailler, est tombée à 62,5%. Ça veut dire qu'il y a environ 37,5% d'individus qui ont cessé de chercher le boulot. Soit parce qu'ils ne trouvent pas le boulot qu'ils aiment, parce que la majorité des boulots qui existent sur le marché est précaire, et ils préfèrent rester à la maison, on leur donne des subsidies. OK? Ils ne cherchent plus le boulot. Ils sont découragés parce que la qualité du boulot n'est pas là. OK? Et ces facteurs-ci, en quelque sorte, doivent être compris par vous. OK? Surtout vous qui investissez sur les crypto-monnaies. Il ne faut pas que la baisse des prix sur le marché influe votre jugement. OK? Il faut avoir des facteurs pour pouvoir rester sur le marché. Et surtout, si vous êtes dans le long terme, ne vous souciez pas parce que tous ces éléments, le mensonge ne dure pas sur le marché. La vérité domine toujours. OK? C'est juste une question de temps. Et j'aimerais aussi partager rapidement cette vidéo de Fox News. Un instant. Well, the greatest economic debate really in this country right now is what is the true state of the economy. You know, I Googled how many economic indicators there are, and the first thing that popped up was from the U.S. Department of Commerce, boldly stating, quote, "We are the world's most trusted, impartial," feeling a lot of trust right now or confidence in the government these. Now, my next guest incorporates more sources of data than anyone that I know. So let's get to read on today's jobs number and the economy and the pickle that the Fed finds itself in. Joining me now, QI Research CEO, Chief Strategist, Danielle DiMartino Booth. All right, Danielle, you know, today's jobs report was a ball of contradictions and confusion. Walk us through it. You had 270,000 jobs, but 250,000 people left the labor force. The unemployment number went up. The unemployment rate for many sectors of the economy went through the roof. What is going on?
Well, Charles, I think what's going on is that Washington, D.C. has the lowest return to work population in the country. I think they need to take a page out of Wall Street and bring the workers back into the office. Maybe they need to collaborate a little bit more in order to produce more, I don't know, efficacious data, to use a great big word that economists love. Contradictions were everywhere. But Charles, at this juncture, I don't even look at the contradictions, because the revisions are nonstop. Month after month after month, we get revisions. And then months later, we get quarterly revisions when we actually ask 20 million U.S. employers what their payrolls are. And that really swings the data. Look, I think it's a lot more entertaining to listen to the Hello Kitty, Roaring Kitty, whatever the kitty person is. It's a lot more, he's got more credibility than whoever's sitting out on the White House lawn touting these headline figures. And by the way, that unemployment rate of 4%, that was not some rounding miracle. It was 3.96%. It's moving up, Charles, and it's moving up at a level that has hit the Fed's target. Well, so the thing also that's sort of problematic for a lot of folks is you've got the two surveys, right? So in the same report, a household survey, the establishment survey. And, at this point, is there a better proxy for the employment situation? I think there is, because with the household survey that produces the unemployment rate, you're asking the individual, are you working? Whereas if you're asking through the establishment survey that produces non-farm payrolls, you're asking what jobs exist. When we have record numbers of Americans working one full-time job plus a part-time job, your next guest is going to talk about people buying lower generic products. When was the last time we talked about buying generic brands at the store? But when you've got Americans working more than one job, but that's counted as two in the number that produces the payroll report, I'm focused on people saying I'm working or I'm not working. Right. I like de Daniel DiMartino Booth. En quelque sorte, les données qui sont produites en ce moment ne révèlent pas tout. OK? Donc, quand on parle d'une économie américaine forte, il faut prendre ça avec des pincettes. OK? Et aussi, au Canada récemment et dans la zone Union européenne, les taux directeurs ont été réduits. Et je pense que ceci est un signal que, globalement, les États-Unis devraient aussi, la Fed aux États-Unis devrait aussi réduire les taux directeurs. Au début de cette année, je doutais je me fiais personnellement aux données qui étaient rapportées. Mais de plus en plus, quand vous fouillez en profondeur, on réalise que non, l'économie américaine n'est pas aussi solide. OK? Et il y a d'autres facteurs que je vais partager un instant pour que vous compreniez davantage, OK? Un instant, je vais partager ce que j'ai cherché pour vous. Un instant. Quand on vous parle d'une économie forte, d'une société en aisance, il faut regarder des facteurs, par exemple, le système social, OK? J'ai essayé de trouver des données de 2023, 2024, ce n'était pas disponible. Et les données de 2021 sont toujours disponibles. J'ai essayé de savoir, et c'est un facteur prédominant aux États-Unis. Quand les gens ont les difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers des services qui fournissent la nourriture gratuitement. On appelle ça ici les food banks, OK? Je voulais avoir les données de 2023, mais ils ont encore les données de 2021, ce qui est un peu bias par rapport à la période Covid, OK? Mais ce n'est pas trop loin de la réalité, OK? Il y a 53 millions de personnes aux États-Unis qui recherchaient des organisations de charité pour pouvoir nourrir leur famille, OK? 53 millions. Et je vous dis, la population américaine, c'est environ 300 millions, OK? Ça, c'est plus de 15% de la population qui avait besoin de cette assistance-là, OK? C'est l'une des premières des choses qui montre une économie en difficulté. Et dans la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, OK? Dans la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, vous avez constaté, la dame a dit, et ce sont des données qui le prouvent, la majorité des personnes, la majorité des personnes qui sont rapportées sur les 272 000 jobs créés ont soit deux jobs. Ça veut dire que pour pouvoir mettre les fins du mois, je ne sais pas comment dire ça en français, pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour nourrir leur famille raisonnablement, ils doivent prendre deux jobs. Ils doivent absolument prendre deux jobs, OK? Et un individu peut avoir deux jobs
Et au niveau de l'emploi, on dit que ces deux jobs ont été créés. OK? Donc, il faut faire attention à ces données-là. Et maintenant, on va aller regarder au niveau des personnes qui ne parviennent plus à payer leur carte de crédit, leur dette. OK? C'est aussi un autre facteur très déterminant. Un instant. En 2024, les taux de délinquance de la dette aux États-Unis ont augmenté. OK? À la fin de mars, 3,2% de la dette totale se trouvait dans un état de délinquance. Les taux de transition vers la délinquance ont également augmenté pour tous les types de dettes. En moyenne, environ 8,9% des sauts de cartes de crédit et 7,9% des prêts automobiles sont passés en délinquance. OK? Les gens ont de la difficulté à payer leurs dettes. OK? Maintenant, il a demandé, parce qu'il faut aussi regarder l'aspect social. OK? On dit, au niveau de l'aspect social, on dit l'augmentation, il a demandé quelle est l'augmentation des sans-abri aux États-Unis. OK? Capolo dit, en 2023, le nombre de personnes sans abri aux États-Unis a augmenté de plus de 12%, atteignant plus de 653 000 personnes. Okay? Cette hausse est due au coût de la vie élevé qui ont poussé certaines des populations les plus vulnérables vers les abris et les rues. Okay? Voici une économie, comme vous dit, forte qui crée 272 000 emplois, mais vous voyez des gens qui ne parviennent pas à trouver le boulot et qui perdent leur job parce que le coût de vie est élevé. Ce n'est pas une économie solide, les gars. Une économie solide apporte à ses citoyens le minimum de confort. Et avec les données que je partage ici, il n'y a pas ce minimum de confort-là. Okay? Il ne faut pas vous fier à ces données-là et rester bullish par rapport au marché. Les taux directeurs vont baisser, les gars. Les taux directeurs vont baisser. Mercredi, on aura... on saura, OK? On aura un rapport sur le taux d'inflation aux États-Unis et ça va donner une indication si oui ou non la Fed devrait baisser les taux directeurs. Mais le problème, c'est que le meeting de la Fed et la publication sur le rapport inflationnel apparaissent au même moment. Donc, ça veut dire que cette information ne va pas du tout influencer la décision de la Fed. OK? Ce qui est curieux, ça se passe au même moment. OK? Mais néanmoins, on saura ce que la Fed. Mais je pense personnellement que la Fed devrait baisser les taux directeurs. Il faut absolument que la Fed baisse les taux directeurs. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, il y a plusieurs banques. On dit que 25% des banques ont des difficultés. OK? Elles ont des difficultés d'octroyer des crédits, elles ont des difficultés d'avoir accès au crédit. Même les institutions financières ont des difficultés financières. OK? Et si ces institutions financières vont en faillite, ça sera un peu le cas comme nous avons vécu en 2008. OK? En 2008 et en 2000, je crois que c'était 2008 et 2014, je ne sais pas. Donc, il faudrait absolument que le gouvernement américain interfère pour pouvoir remotiver l'économie. OK? Donc, les gars, il y aura impression. Et aussi, je l'ai annoté ici, il y a aussi le facteur de la dette américaine. Les États-Unis ont une dette de plus de 334 000 milliards de dollars. Et les États-Unis payent des taux d'intérêt sur les dettes contractées. OK? Il faut qu'on trouve un peu combien les États-Unis payent par mois sur cette dette-là. Donnez-moi un instant, les amis. Il faut comprendre ces données-là, un instant. En décembre 2023, la dette totale du gouvernement fédéral des États-Unis s'élevait à 33,1 milliards de dollars. OK? Plus de 33 milliards de dollars. Et ils disent que, bon, c'est 33 milliards de dollars. Et maintenant, j'ai posé la question de savoir non, un instant. Ça, c'est billion. OK? Bon, maintenant, ici, ils disent que en avril 2023, le gouvernement des États-Unis paie un taux d'intérêt mensuel de 3,23% sur ses dettes. Et en mars, le Trésor américain a versé environ 89 milliards de dollars en frais d'intérêt sur sa dette en cours,
soit environ 2 millions de dollars par minute. OK? Toutes les minutes, le gouvernement américain paye sur ses dettes 2 millions de dollars toutes les minutes. Je peux vous dire qu'il est difficile au gouvernement américain de collecter les taxes, les impôts de 2 millions de dollars par minute. OK? Et pour pouvoir faire face, OK, pour pouvoir faire face en quelque sorte à cette dette-là, pour pouvoir payer ses taux d'intérêt et autres, pour pouvoir rester à jour, il faudrait absolument que le gouvernement américain commence à imprimer. C'est une question de temps. Si vous regardez la masse monétaire M1, M2, il y a déjà cette impression-là, OK? Ça devrait croître avec le temps pour soutenir seulement payer ses taux d'intérêt sur cette dette-là, OK? Je n'ai pas le temps de couvrir l'actualité sur les cryptos. Je voulais juste couvrir un peu l'aspect macroéconomique, comprendre l'impact économique, macroéconomique et sur le social, et aussi comprendre les données qui sont distillées sur les médias et autres. Et par rapport à ça, prendre vos décisions, OK? Tant qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y aura pas le boom. Il n'y aura pas le boom, les gars, OK? Mais je pense qu'il y a la liquidité bientôt parce que il y a de plus en plus d'évidence que l'économie américaine n'est pas aussi solide. Et si on regarde au Canada, dans l'Union européenne, qui sont les pays des G7, il y a déjà une tendance vers la baisse des taux directeurs. Et je pense que les États-Unis devraient suivre. OK? C'était ce qu'il y avait à partager aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vais couvrir rapidement l'actualité sur les